Très bien, donc bonjour à toutes et à tous. Je remercie Françoise et les organisateurs pour m'avoir invité à faire cette conclusion en tant que grand témoin. Donc du coup, en tant qu'économiste INRAE, on a beaucoup parlé d'adéquation dans un système alimentaire entre la demande et l'offre. Et donc en tant qu'économiste, ça me parle quand même assez. Et en tant que chercheur qui s'intéresse à la dynamique des systèmes, je me suis dit, je vais voir un peu quelle est la dynamique qu'on peut essayer de tracer en fait, en me replongeant dans la situation que j'ai connue, qui est d'ailleurs pas très différente de celle de maintenant. En novembre 2016, en fait, j'avais été invité à faire aussi une conclusion avec petit clin d'œil à Natacha Sautreau et à Marc Benoît, la conclusion du colloque de restitution de l'étude sur les externalités positives du bio. Voilà. Et ce qui m'a assez intéressé quand je suis revenu vers mes notes de l'époque, donc de novembre 2016, c'était de me rendre compte qu'il y avait certaines questions qui étaient déjà posées à l'époque par cette étude et qui demeurent en suspens parce qu'elles restent quand même importantes, et des questions par contre beaucoup plus riches que celles qui avaient été soulevées, qui avaient été discutées lors de cette étude de 2016. Et ce qu'on retrouve quand même toujours, c'est une question quand même centrale sur le fait que un produit bio issu d'une filière bio, c'est pas quelque chose qui est complètement hors sol. Ça contient beaucoup d'autres caractéristiques finalement que la simple labellisation bio. Ça contient en fait toutes les caractéristiques du système de production, du système de transformation, de commercialisation, la localisation de la demande à laquelle ce produit fait face, quelle est l'organisation des filières qui ont permis la production de ce produit bio, quel est le consentement à payer des consommateurs pour les caractéristiques de ce produit, et quel est finalement le système cohérent et durable qu'on peut envisager si on se projette dans une perspective de stratégie de développement du bio dans les territoires et de structuration de filières durables et équitables. Alors, Françoise et Christian Wick ce matin ont dit des choses, à mon avis, extrêmement intéressantes que je vais juste rappeler avant d'essayer de faire une synthèse des 3 tables rondes quand même que j'ai pu suivre, qui est extrêmement riche. Donc, je ne vais pas être exhaustif, hein, clairement, je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Ce matin, Françoise disait, le bio, en fait, c'est un modèle particulièrement intéressant, c'est un modèle avancé de la transition agroécologique, ou si on préfère de l'écologisation des systèmes, si on préfère ce terme-là. Et Christian Huyck disait, en fait, l'intérêt, c'est d'exploiter finalement la richesse des contextes, la richesse des caractéristiques des différents systèmes bio, la richesse aussi des visions, que ce soit de la production, de la transformation ou de la commercialisation, et que la variance est une source de richesse dont on doit pouvoir tirer finalement un certain nombre d'enseignements plus ou moins génériques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviendrai quand je vais essayer de faire une synthèse qui va essayer d'être, si vous voulez, transversale quand même aux 3 tables rondes, dans la mesure où on retrouve quand même, à mon avis, un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants qui étaient quand même communs, je pense, à ces 3 tables rondes. Enfin, la table ronde 1 et la table ronde 2 temps 1 et table ronde 2 temps 2. Alors, en fait, j'avais construit un peu ma synthèse en 3 grandes catégories de questions qui s'adressent à la recherche, et je vais essayer de traduire un peu les discussions en quels sont les besoins de recherche à la fois en interne à INRAE, en disciplinaire et surtout en interdisciplinaire, et quelles sont les questions de recherche qu'appellent les questions posées par les partenaires, notamment les partenaires du métaprogramme Métabio. La première catégorie, c'est en fait que on a des besoins de recherche scientifique, des besoins de résultats académiques, mais aussi techniques,
en termes de référentiels technico-économiques sur à la fois les modes de production quand on les place dans un certain contexte agronomique et écosystémique, des questions aussi de précision sur les caractéristiques des processus de transformation, génie des procédés, des innovations, voilà. Quelles sont les marges de manœuvre laissées par l'amélioration variétale, donc ça c'est quelque chose qui est sorti plutôt dans le tableau rond 2, temps 1. Et également, du côté de la demande et de la consommation de produits bio, c'est affiner un peu la connaissance qu'on a des consentements à payer des consommateurs, non seulement pour des produits issus de l'agriculture biologique, qu'il s'agisse de produits végétaux, de produits animaux ou de produits relativement transformés, mais aussi quel est le consentement finalement pour un produit bio composé d'un panier, d'une sorte de bouquet en fait de différentes caractéristiques. Le bio en fait partie, mais on peut y ajouter aussi d'autres critères qui sont relativement facilement ou pas d'ailleurs transférables vers le consommateur avec des questions de labellisation. Et ces critères, ça peut être l'empreinte eau, l'empreinte carbone, l'impact du produit sur les systèmes qui peuvent être d'ailleurs étrangers, et également des questions de besoin de référentiels supplémentaires sur les cotations, par exemple, de prix. C'est quelque chose qui a aussi été mentionné. Donc ça, c'est d'abord se poser la question en tant que scientifique, est-ce qu'on a vraiment tous les référentiels socio-techniques, économiques, qui nous permettent de pouvoir dire si on place un système bio avec une filière particulière dans un contexte de production précis, dans un bassin versant, pour faire face à une demande précise, est-ce qu'on a tous les référentiels possibles pour répondre clairement à la question des partenaires sur la stratégie, sur la durabilité, sur les performances finalement de ces filières-là. Donc je pense que ces questions-là de collecte et de traitement de données, c'est quelque chose, ça pose des questions aussi méthodologiques, scientifiques qui sont extrêmement importantes. Donc on a beaucoup progressé depuis un certain nombre d'années sur ces questions-là. Il reste quand même pas mal de référentiels qu'il faut affiner pour pouvoir explorer différents contextes et se projeter dans un avenir où les systèmes basés sur le bio seraient beaucoup plus développés. La deuxième catégorie, ça concerne, alors ça c'était plutôt la table, alors un peu la table 1 ce matin, mais surtout la table 2.1, c'était la structure des filières de bio, l'organisation, on va dire, industrielle, ce qui inclut des questions de stratégie, alors à la fois des coopératives, mais aussi des grands groupes agro-industriels, les stratégies dans le secteur de la distribution, les questions de concurrence et de structure de marché dans le bio, en lien d'ailleurs avec l'insertion des producteurs, ça peut être les producteurs français exportateurs, mais aussi les producteurs étrangers importateurs, l'insertion des producteurs du bio dans le commerce international. Voilà. Ça pose des questions, bien sûr, d'économie, ça pose aussi beaucoup de questions quand même pour nos collègues en génie des procédés sur la construction de la qualité. Alors ça c'était soulevé par exemple par Charlotte Clachan, c'est quelle est l'adéquation en fait qu'on doit rechercher dans la construction de la qualité avec les contraintes agronomiques et les questions de traçabilité aussi posées par Monsieur Morel sur la traçabilité pour conserver la confiance. Donc ça, ce sont des questions quand même d'organisation industrielle, logistique, plutôt dans le secteur de la transformation, mais qui ont bien sûr des connexions avec le secteur amont, le secteur de la production, et le secteur aval, le secteur de la consommation. Là-dedans, on met bien sûr toutes les discussions qu'il y a eu sur les mécanismes de formation finalement de la valeur ajoutée de ces filières bio et du partage de cette valeur, avec la question bien sûr extrêmement importante du mode de rémunération. Est-ce qu'on peut avoir des critères pour dire voilà, telle rémunération des acteurs des filières, notamment les producteurs, c'est une rémunération qui est entre guillemets juste ou pas, ou éthiquement acceptable.
et quels sont les modes de contractualisation. Donc ça, c'est les questions, bon, je dirais plutôt de sciences sociales et plus spécifiquement d'économie, mais qui, vu les discussions qu'il y a eu lors des différentes tables rondes, doivent intéresser quand même des catégories assez larges quand même de partenaires. Et le troisième niveau, alors là, c'est un niveau qui pour moi a été beaucoup discuté en fait dans toutes les tables rondes. C'est le niveau, on va dire, de la dimension territoriale, avec des questions de spatialisation, de localisation ou de relocalisation d'activités, le lien, le passage du niveau local vers le global et inversement, hein, l'impact des changements globaux vers le niveau local, et des questions de dynamique et de trajectoire de système qui ont été abordées de façon plus ou moins précise et qui ont été beaucoup discutées ce matin en partant du principe que, en fonction de la localisation des systèmes de bio, voilà, si on se dit qu'on privilégie par exemple les circuits courts et la proximité par exemple des centres de consommation, donc typiquement les centres urbains, on va être plutôt dans les zones où le foncier agricole est quand même rare, est quand même cher. Ça pose des questions de moyen et de long terme de reprise d'activité, des questions de changement de structure agricole. Du côté des impacts environnementaux, ça pose des questions quand même également qui ont été discutées notamment par monsieur le député de Meurthe-et-Moselle, des questions aussi de l'impact environnemental, non seulement sur l'échelle locale, hein, en termes d'impact sur la qualité des sols, des eaux, etc., mais aussi global, quelle est finalement l'empreinte de notre propre consommation, de l'évolution de notre régime alimentaire sur les systèmes de production qui peuvent embarquer des parties de ce système qui sont nationales, qui sont locales, mais qui peuvent être aussi internationales. Voilà, donc on a ce changement d'échelle, il faut le voir non seulement comme des questions de spatialisation, de localisation d'activité, d'environnement alimentaire aussi, mais aussi comme des questions de trajectoire temporelle. Et ça, c'est quelque chose ça a été un peu discuté, mais peut-être pas tellement. Le fait que quand on se pose la question du changement d'échelle, par exemple en termes de massification de la production bio, on se pose beaucoup la question du point d'arrivée que l'on vise. On compare avec le point de départ, hein, mais la question de la forme de la trajectoire, du rythme de cette trajectoire-là vers le point d'arrivée, et les étapes intermédiaires par lesquelles il faut parvenir, et les mesures d'accompagnement qu'il faut arriver à mettre en séquence pour faciliter cette transition-là, sont des choses que les chercheurs, on se rend compte que ce sont des questions importantes. Je pense qu'on est un peu moins avancé en fait sur ces questions d'exploration de la forme de la trajectoire en fait. Voilà. Ça c'est quelque chose Excusez-moi, qui mais il faudrait et qu'on quitte je rapidement vais maintenant. finir, je termine en disant une chose, c'est que globalement, cette journée, elle a quand même tourné beaucoup autour des leviers qu'il faut actionner. Donc, on a besoin de ces référentiels dont je parlais pour pouvoir qualifier finalement mieux les leviers d'action vers des filières de bio durables dans les territoires, en fonction de contextes différents. Il faut distinguer pour ça des questions dont on a beaucoup parlé, qui relèvent plutôt de l'action publique. Ça peut être des politiques publiques, l'organisation de producteurs, de coopératives, des questions de construction de normes socio-techniques. Il faut distinguer ça de ce qui relève des stratégies d'acteurs plutôt privés, y compris bien sûr les groupes agro-industriels, étant entendu que ces deux niveaux, l'action publique et l'action privée, peuvent être parfois complémentaires, mais peuvent être aussi parfois concurrentes. Ce qui m'a interpellé aussi, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'est des besoins non seulement de référentiels, mais d'outils de simulation et de prospective. Donc ça, j'ai bien pris note parce qu'il y a des initiatives extrêmement concrètes en fait sur ce niveau-là qui sont en cours dans d'autres instituts,
et qui permettent aussi de combiner, ça a été présenté par exemple dans le projet de Claire Lamine ce matin, la combinaison d'approches et d'Emmanuel Reynaud, des approches qui peuvent combiner des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives, notamment participatives versus modélisation. Et enfin, ce que je retire de cette journée, c'est que c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger sur non seulement les besoins de recherche qu'occasionnent les questions posées par le métaprogramme BetaBio, mais aussi la façon de travailler entre les chercheurs d'une part et les partenaires, les acteurs des filières, les instituts techniques, le conseil, les professionnels, sur non seulement la façon de collecter ensemble des données, de partager de l'information sur ces filières-là, mais aussi l'interprétation et la valorisation de certains résultats de recherche sur le développement de filières durables et équitable du bio. Voilà, merci à vous. Alors, c'est bien quand on a quand on parle en dernier, personne ne me contrariera, donc ça, j'aime bien. Alors, juste pour vous dire merci à tous, alors aussi bien aux participants, mais aux intervenants. Ça a été vraiment une journée riche et donc je ne reviendrai pas. Alban nous a fait une synthèse ô combien toujours éclairante des questions que ça pose à la recherche, donc je n'y reviendrai pas. Je vous dirai moi 5 mots-clés que j'ai retenus: transition, foncier, diversité, frein à tout, couplage animal-végétal et partage de la valeur. Voilà. Les 5 mots-clés que moi, je me suis retenue dans l'ensemble de la journée. Maintenant, quelques informations pour la suite de l'aventure Métabio et surtout des relations qu'on a avec les partenaires. Alors, petite information pratique, on va dire. Donc, les interventions, vous aurez accès à la vidéo de ces interventions. Dans le chat, Servan a signalé l'existence de notre gazette et il y aura un site internet qui va suivre, qui vous permettra de suivre l'avancée des projets dans le cadre de Métabio, donc au travers le site Métabio et au travers la gazette, vous aurez un suivi de ces informations-là. On vous donne rendez-vous à l'OWC, bien sûr, qui devrait avoir lieu en 2021, hein, si le coronavirus nous fout un peu la paix, et Tekebio aussi, où c'est un moment toujours important pour nous d'échanger avec nos partenaires, et donc qui nous permettra de continuer d'enrichir ce discours et ce dialogue que l'on a avec vous. Et les consortia, tels qu'on vous les a présentés, sont aussi un lieu de co-construction et nous espérons et nous appelons de nos voeux une réception favorable de l'ensemble de nos partenaires quand on viendra, quand on est venu et quand on viendra vous solliciter. La convention ITAB et la convention ITAB INRAE et ITAB INRAE Agence Bio est aussi un lieu important pour cette co-construction et on y tient tout particulièrement. Et on est ouvert, bien sûr, à des échanges avec tous les partenaires possibles sur ces questions-là, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à travailler ensemble à l'échelle des territoires. Alors, sur ces bonnes ou pas paroles, je vous remercie tous et vous dis à très bientôt pour cette aventure Métabio que l'on veut partager avec vous.